Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie 1.1 la librairie de l'Odève, située au 6 bis, boulevard de la Liberté. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Si je vous dis Pete Fromm, James Bradbury, Margaret Mitchell, Tom Robbins, Trevanyan, Gabriel Talant, Greg Johnson, Jane England et Tiffany McDaniel, Benjamin Whitemare. Impossible de tous les citer, mais vous me répondez en chœur, Gail Master. Si je vous dis My Absolute Darling, Féroce infirme retourne des pays chauds, Dans la forêt, Betty, Les Dynamiteurs, Sanctions, Autant n'emporte le vent, Walt Langmuir, vous me répondez toujours en chœur, Gail Master. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les éditions Gail Master avec Thibaut Gendreau. Thibaut Gendreau, bonjour. Bonjour Stéphane, merci beaucoup de me recevoir. Alors, quelle est la particularité de cette maison d'édition ? Alors, la particularité de cette maison d'édition, c'est que, à son origine, elle se concentre sur des romans américains, essentiellement de la littérature américaine. Alors, quand a-t-elle été créée ? Puisque, si je ne dis pas de bêtises, cette année, c'est une date un peu particulière pour les éditions Gail Master. Exactement, nous avons 15 ans, nous sommes en plein milieu de notre adolescence. La maison, donc, pour l'ouverture administrative, c'est 2005 et les premiers livres 2006. Les grands espaces américains, fil conducteur des ouvrages édités, correspondait-il à un manque dans le paysage littéraire français ou pourquoi avoir choisi ce thème-là ? Alors pour répondre à cette question, il faut que je vous parle de son créateur, Oliver Gallmeister. Oliver Gallmeister travaillait aux éditions Hachette, mais pas dans les livres. Il travaillait au service de recouvrement, si je me trompe pas. Il était à Hachette Presse, en fait. Donc au bout d'un moment, il en a eu marre de son travail et il a voulu fonder sa maison d'édition qui se spécialiserait dans ce qu'il appelle la parution des manuscrits lointains. Les manuscrits lointains étant ces textes. Il y avait déjà de la littérature américaine en France. Il y avait déjà des catalogues. Jim Harrison, qu'il avait lu quand il était plus jeune. Par exemple, je cite que lui, mais il y en a des milliers d'autres. En fait, il avait cette envie-là de traduire les livres qu'il avait lus et dont il ne pouvait pas parler avec ses amis, tout simplement. C'est, je crois, autour d'un dîner, quand il le raconte, c'est beaucoup plus rigolo, mais c'est autour d'un dîner que l'idée a fleuri autour de quelques verres, et puis, en fait, quand il en parle, il dit qu'il l'a jamais dessoulé, et que l'idée a fleuri, et maintenant, 15 ans plus tard, j'ai la chance de travailler à ses côtés. De s'embarquer pour un voyage littéraire à travers les différents univers de la maison d'édition Gail Master. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit descriptif, en fait, comment se déroule le travail éditorial ? De la recherche d'auteurs, leur publication, comment se fait ce parcours ? Alors au départ, quand il a commencé, il ne savait absolument pas comment ça se passait. En fait, il avait envie de d'éditer des textes américains, mais il ne savait absolument pas comment ça se passait. Donc il a fait une chose, il est allé voir ses futurs confrères avec son projet, qui à l'époque tenait sur une feuille A4. Et il est allé voir plusieurs de ses confrères futurs confrères et futurs consoeurs, et il a été très très bien accueilli. Et notamment, je cherche le nom de la maison, c'est la chaleur qui me tape sur le ciboulot, je ne sais plus du tout. Mince. C'est la maison d'édition qui a fait paraître Le Vieux qui lisait des romans d'amour. Ouais, j'ai un énorme trou. Incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive. De cette petite anecdote. Ça va revenir, ça va revenir. Et cette éditrice, qui était déjà une éditrice très connue à l'époque, qui avait un énorme catalogue, et je m'en veux terriblement de ne pas retrouver son nom tout de suite. Je blâme le soleil, comme dans L'étranger de Camus, mais je suis pas sûr que ce soit valide. Ouais. Donc je vous demande pardon, je n'arrive pas à remettre le doigt sur son nom. Bref, elle lui a dit une chose très importante. Elle lui a dit déjà que son projet tenait la route, que c'était un projet intéressant, et elle lui a dit une chose très importante, tu vas voir, ça te concerne. Elle lui dit, vous verrez Oliver, ce sont les libraires qui vont vous apprendre votre métier.
Alors, quand il en parle... Lourde charge sur les épaules de libraire. Absolument, tout est de votre faute. Il est sorti de là, alors, quand il le raconte, encore une fois, c'est beaucoup plus rigolo, mais il dit qu'il n'avait pas trop bien compris à quoi ça correspondait, donc en gros, il l'a mis dans son sac, son mouchoir par-dessus, il est allé faire des livres. Mais là, je vous parle en ce moment dans une période très particulière, où les libraires ont été violentés par la situation Covid, par la situation du confinement. Et ensuite, il y a eu une réouverture des librairies. On a assisté à quelque chose de phénoménal. C'est un retour en masse des gens en librairie, comme s'ils redécouvraient le rôle des libraires. Alors évidemment, je prêche pour ma chapelle, puisque aux éditions Gallmeister, mon rôle, c'est de parler aux libraires. Nous sommes 2 dans cette maison à être relations libraires. J'ai la chance de travailler avec Marie Moscoso qui s'occupe des libraires de Paris et des libraires du sud-est de la France. La limite, c'est 7. Vous connaissez, je pense. Oui. Et moi, dans l'Est, je commence à peu près à Lyon. Donc le reste de la France, c'est moi. Elle a le nord, le sud-est, Paris. Moi, j'ai le reste. Donc vous. Ouais. On n'est pas très loin de 7 pourtant, mais je suis preneur. Il y a un découpage qui tient à plein d'autres choses. Et on a, tout au long du confinement, reçu des témoignages de libraires avec chacun qui s'organisait selon ce qu'il était possible de faire dans les régions. Beaucoup de libraires ont souffert, notamment à cause des réseaux sociaux, mais à chaque fois, la librairie française, je pense, a fait preuve d'une résilience qui est exemplaire pour tous les commerces du monde, en fait. Enfin, ça a l'air grandiloquent quand je le dis comme ça, mais j'ai eu la chance d'assister à ça, et maintenant, quand on parle aux libraires en ce moment, ils assistent à ce retour en librairie, et je pense que le métier de libraire, c'est un métier qu'on doit absolument redécouvrir en tant que peuple, parce que nous avons une exception qui est l'exception française. Nous sommes protégés par la loi Langue dont tu as parlé tout à l'heure lors d'une précédente entrevue, un autre échange. Et cette loi Langue, c'est, si vous voulez, c'est le bouclier qui nous protège de devenir ce que pourrait être le marché américain à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un pays où Amazon, pour une entreprise comme Gallmeister, représente à peu près 4 à 5% de notre chiffre d'affaires. Aux États-Unis, Amazon, c'est plus de 45%. On est près de la moitié. En gros, ce qui se passe, c'est que si Amazon ferme, pour nous, c'est comme si une grosse librairie française fermait, la tristesse en moins. Parce qu'on ne va pas appeler Amazon en disant « Non, mais c'est terrible ce qui vous arrive ». Ça serait bien d'ailleurs. Ça serait bien, ouais. Mais on conseille des fois des gens d'aller chez Amazon parce que nos libraires français sont tellement fantastiques que les pauvres, il faut leur conseiller de temps en temps un petit soutien, leur apporter quelque chose, quoi. C'est terrible. Ça, vous leur faites beaucoup d'ombre, vous savez. Ouais, j'imagine. Mais bon, il faut soutenir l'Amérique, c'est ça. Exactement. Donc faisons-le à travers la littérature américaine. Ouais. Je pense que c'est plus enrichissant intellectuellement, me semble-t-il. En tout cas, juste pour finir mon petit point levé et mon coup de gueule, go en librairie. Faut arrêter Amazon, mais ça, je pense pas qu'on y ait recours plus que de raison. Mais on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce genre de libraire et ce genre de librairie dans notre pays. Ce qui nous protège, c'est évidemment la loi Langue, mais c'est aussi nos habitudes de consommation. Donc le retour en librairie a été massif, il faut le continuer, point. Merci de ce soutien, mais c'est aussi le rôle des éditeurs d'accompagner les librairies à tout moment. Et là, je vois que vous le faites avec une véritable conviction. Revenons donc au parcours. La littérature américaine. Et surtout au rôle d'une maison d'édition et comment ce parcours se fait, c'est-à-dire entre le choix de vouloir publier tel ou tel auteur et puis surtout, à partir du moment où le manuscrit est sélectionné, qu'est-ce qui reste à faire, puisque vous avez quand même une particularité importante qui est aussi un soin particulier j'ai envie de dire, à l'objet livre. Il y a eu différentes évolutions, on en parlera aussi avec des exemples physiques, mais voilà, retracez-nous un petit peu entre le choix, comment se sélectionne un auteur américain, comment il vient à vous, comment vous allez à lui, et puis comment se fait cette chaîne du livre jusqu'à ce qu'il arrive
dans vos mains. Alors on peut renvoyer dos à dos le système français et le système américain. Quand on est en France et qu'on est persuadé d'avoir écrit le prochain Goncourt, ce qu'on fait, c'est qu'on l'imprime et on l'envoie à un éditeur avec un petit mot qui l'accompagne en disant cher Antoine Gallimard, vous tenez le prochain Goncourt entre vos mains, j'espère que ça vous plaira, bisous. Chez Gallmeister, c'est légèrement différent parce que nous publions des textes américains et les Américains ne fonctionnent pas, ont pas le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils vont passer par des agents. Quand vous êtes un auteur et que vous voulez faire paraître votre texte, vous n'allez pas voir un éditeur en direct, vous allez d'abord passer par un agent, comme les acteurs à Hollywood. Ces agents vont se créer une sorte de panier de premier roman, un panier d'auteurs de second roman, de deuxième roman, etc., etc. Et ils vont proposer ces auteurs à des éditeurs américains. Ça veut dire que si vous êtes un auteur américain, pour avoir votre livre en librairie, qu'il ait du succès, il va vous falloir trouver le bon agent, qui va devoir parler à la bonne entreprise, donc une maison d'édition, trouver la bonne personne au sein de cette entreprise, et ensuite que le livre soit porté par la suite par les bons attachés de presse, la bonne communication, etc., etc. Donc vous avez un tout petit peu plus de barrières qu'en France. Ces agents, ensuite, négocient les droits de ces romans publiés chez des éditeurs américains auprès d'éditeurs d'autres pays du monde, notamment la France. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on a une particularité en France, nous sommes l'Eldorado de la littérature américaine. Un bon exemple, je suis sûr. Un bon exemple, Paul Auster, qui n'est pas chez nous, bien sûr, qui a été un auteur créé de toutes pièces en France. David Vann n'est pas très connu en Amérique. Nous, par exemple, au sein de notre catalogue, nous avons des auteurs qui n'ont jamais fait l'objet d'une publication en Amérique. Benjamin Whitmer n'a eu qu'un seul livre édité en Amérique. Son prochain, Les Dynamiteurs, sort aux éditions Gallmeister en septembre pour notre rentrée littéraire, mais ne sortira pas aux États-Unis, ce qui est le cas aussi du précédent, Évasion, qui est sorti en Amérique, mais qui est sorti en France, mais pas en Amérique, excusez-moi, à tel point que Ben Whitmer maintenant nous a cédé ses droits monde. Il est fort possible que si un éditeur américain vient à être intéressé par le texte de Whitmer, il est à nous acheter les droits, nous, éditeurs français. Ce qui est dément quand on y réfléchit. Donc, et il y en a plein, pardon. Oui. Il y a Peter Farris, Jay Kingston, il y en a plein. Ouais. L'exemple de Peter Farris dont on échangeait tout à l'heure ce propos, où il galère comme un furieux. Pour Peter Farris, on reçoit nos auteurs en France et on les amène chez des libraires pour qu'ils rencontrent leur public français. Un cri pour qu'ils viennent ici, s'il vous plaît. J'ai bien pris note de mon petit carnet. Et c'est toujours très étonnant parce que quand ils viennent en France, ils ont l'impression de vivre un conte de fées. Ils arrivent à l'aéroport, ils ont quelqu'un de la maison d'édition qui va venir les réceptionner, les mettre dans un taxi, les amener à leur hôtel. Il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien le jour de leur arrivée pour les laisser se remettre du décalage horaire, du long voyage. Ils ont systématiquement un dîner avec Oliver Gallmeister, leur éditeur. Ensuite, ils partent en tournée avec des membres de l'équipe. Nous sommes à peu près 8 et nous tournons. C'est-à-dire que la règle, c'est de ne jamais être plus de 3 nuits loin de chez nous. D'abord parce que on a une vie privée à côté. Mais aussi parce que nous faisons la traduction de l'événement quand nous sommes chez un libraire. Et cette traduction, au bout de 3 soirs, peut s'émousser un peu. Donc on change la personne accompagnante l'auteur, tout simplement pour qu'elle puisse produire une nouvelle traduction sur cet auteur. Et puis aussi parce qu'on a tous envie, mais très envie, de les rencontrer. On a tous lu leurs livres. Et ils arrivent ensuite chez des libraires qui ont lu leurs livres, ce qui est absolument exceptionnel pour eux. Et souvent, ils ont affaire à un public de gens qui ont lu leurs livres aussi et qui vont leur poser des questions qu'on ne leur a jamais posées lors d'événements en Amérique. Ensuite, le soir, ils vont boire des bières avec le libraire et le membre de l'équipe Gallmeister. Et ça se passe super bien. Et on va au resto ensuite. Et on parle littérature et on parle de ce qui nous anime, les livres. Et le soir, ils arrivent à l'hôtel et le lendemain, on reprend le train vers une nouvelle destination. Pour eux, c'est la vie rêvée, quoi.
Et quand ils repartent en Amérique, on a des liens d'amitié qui se sont soudés avec eux, avec des libraires qui vont garder le contact plus tard. Je crois que je fais l'un des plus beaux métiers du monde, hein, sans déconner. Sympa d'accompagner tous ces auteurs. C'est avec le plus grand plaisir qu'on les accueillera ici. On va prendre un exemple justement sur le livre de Betty qui sort simultanément aujourd'hui en France et aux États-Unis. Comment s'est fait ce travail pour que ça puisse se réaliser? C'est la première fois que ça arrive au sein de la maison, le livre qui sort au même moment en Amérique et en France, à tel point que les deux éditeurs s'échangent des informations autour du livre, s'échangent des remontées, ce qu'on appelle les remontées libraires, c'est envoyer le livre à des libraires et ils nous disent ce qu'ils en ont pensé. C'est la première fois, par exemple, que nous avons des libraires qui nous parlent de leur lecture pendant qu'elle a lieu. Betty est un livre formidable, il faut le lire, vous n'avez pas le choix. C'est vrai en plus, puisque on peut compter un petit peu cette histoire de Betty, de cette famille métisse, mi-Cheyenne, mi-Blanche, qui vivent différents drames terribles, mais il y a la figure du père qui est assez étonnante parce qu'il a une faculté extraordinaire de transformer tout incident de la vie en conte. Exactement. Il accompagne sa jeune enfant, Betty, qui se trouve être en fait la grand-mère de Tiffany McDaniel, qui est l'auteur. Elle est née, cette jeune fille, dans les années 50, dans une baignoire, et elle a vagabondé, elle fait partie d'une fratrie de 8 enfants, et ils ont vagabondé dans toute l'Amérique jusqu'à se fixer dans une ville fictive qui s'appelle Brézède, dans l'Ohio. Et elle va grandir, on suit cette petite fille, on fait sa connaissance, elle a 7 ans. Ouais, pratiquement 10 ans, oui. Et elle évolue jusqu'à 15-16. Non, on la quitte jeune femme, 19 ans. 19 ans. Ouais, on va suivre toute sa croissance, toute son éducation, mais aussi, elle fait la découverte d'histoires très sombres de sa famille. Et à chaque fois qu'elle découvre une partie de ces histoires, elle les écrit sur du papier, les enferme dans des bocaux qu'elle va enterrer dans son jardin. On se rend compte à la lecture du livre que ce sont ces pages qu'on lit, en fait. C'est un livre qui est merveilleux, qui est incroyable, qui change une vie. Personnellement, c'est le genre de livre qui me pousse à faire ce genre de métier. On a eu des retours en librairie qui étaient incroyables. Il est sorti aujourd'hui. Et il sort aujourd'hui, oui. Il est présent en librairie. Betty de Tiffany McDaniel, c'est un livre qui peut changer une vie sans aucun problème. C'est un livre qui parle du mal fait aux enfants, du mal fait aux femmes, qui parle de résilience, qui parle de la puissance des mots, qui parle du fait de se soigner par l'écriture et par la lecture. Ça parle de racisme, c'est un livre monde. Et ça a l'air d'être un livre sombre quand on en parle, mais c'est un livre profondément lumineux. Oliver, quand il en a parlé, il nous en parle depuis des années parce qu'en fait, il a fait la connaissance du livre dans une foire littéraire, celle de Francfort, et dès qu'il l'a acheté, il y a eu une urgence. Donc, il a pris la décision de le sortir. Il fallait qu'il le sorte vite. Il nous l'explique et continue de nous l'expliquer encore. Il n'arrive pas à l'expliquer, mais il y avait une urgence. Les éditeurs dans la salle sauront peut-être de quoi il parle. Il y a des livres, il faut les sortir vite. Point. Et c'est ce qu'il a fait, et on le sort en même temps que l'éditeur américain, et on partage comme ça ses retours de presse, ses retours de libraires, ses mots, et là c'est la première fois que les libraires nous parlent pendant leur lecture. Quand vous avez un libraire qui vous appelle sur un livre de 700 pages, qui vous dit « je suis à la page 250, j'ai la tête dans le seau, je veux pas en sortir », il y en a un tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'un libraire qui m'a dit « j'ai envisagé, et ça ne m'est jamais arrivé en 14 ans, de fermer ma librairie ce matin pour finir le livre. » C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'aurais beaucoup de fierté à dire plus tard, j'y étais quand Betty est sortie. On est le jour de la sortie, rendez-vous dans une semaine, on va voir, ça va être incroyable. C'est vrai que c'est un livre qui porte et voilà, qui chamboule et qui donne réflexion. C'est vrai qu'il est sombre, pour moi, je l'ai trouvé très chargé dans l'écriture, mais malgré ce, effectivement, assez optimiste.
en finale, parce que justement il y a cette figure du conte qui me semble très important, c'est-à-dire les mots, l'écriture, et voilà, il est très intéressant. J'ai eu la chance de le lire en avant-première. Merci Thibaut. Revenons encore sur la construction, parce qu'il y a eu des belles évolutions sur les éditions Galemaster, avec une prise en considération de l'emballage du livre. Souvenez-vous, au début, les couvertures, elles étaient blanches, elles sont passées noires. Aujourd'hui, elles sont illustrées. On en voit le modèle dans l'exposition qui se déroule à la librairie sur les couvertures que vous avez aux côtés. Comment ça se déroule, ce choix à la fois de mise en forme du livre, mais surtout cette prise en considération j'ai envie de dire, de l'emballage du livre? Comment ça se choisit? Comment ça se travaille? Alors en fait, dès le début, Oliver Gallmeister, quand il a fondé la maison, il a mis les libraires au cœur de ce qu'il fait. C'est-à-dire que les libraires ont toujours été consultés tout le temps. Ça part d'une idée très très simple. Un libraire, c'est celui qui va vendre le livre. Donc il a forcément un point de vue qui est intéressant. C'est assez fou, hein. Incroyable. Et ouais, c'est dingue hein, quand on y pense. Et donc au départ, il a commencé avec le nature writing, qui était en fait une espèce de translation d'un mouvement littéraire américain. Pour faire ça rapidement, pour le présenter rapidement, l'Amérique s'est colonisée donc d'est en ouest, et au fur et à mesure qu'on défrichait les territoires, les trappeurs et les aventuriers étaient accompagnés d'écrivains et philosophes et naturalistes qui avaient une mission qui était double. D'abord, inventorier, répertorier les espèces, et ensuite mener une réflexion sur la place de l'homme dans la nature. Globalement, c'est comme ça qu'on peut résumer très très rapidement le nature writing. En France, ce qu'on a appelé le nature writing, c'est en fait des textes dans lesquels la nature a une place prépondérante, à tel point qu'elle pourrait presque être considérée comme un personnage, à tel point qu'elle pourrait servir l'intrigue, à tel point qu'elle arrive parfois à la résoudre, à avoir un rôle dans la résolution de l'intrigue. Je pense, souvent je cite l'exemple de David Vann, dans son dernier roman qui n'est pas paru dans notre collection de poche, la collection Totem. Le héros va chez son psy, et il a une discussion avec lui, il le challenge, il le met en péril, et à un moment il regarde par la fenêtre et il y a une tempête dehors, et cette tempête est décrite de façon très précise, et cette description, on se rend compte en fait qu'elle est la description non pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais la nature se fait le miroir des mouvements qui habitent l'âme du personnage principal. C'est un exemple, parmi tant d'autres, hein. David Vann a été le révélateur des éditions Gallmeister, dans le sens où, vous avez peut-être entendu déjà la phrase, pour faire une maison d'édition, il faut d'abord un livre. Ça a été Sequan Island qui a eu un succès monumental, notamment parce qu'il a remporté le prix Médicis étranger. Donc ça a changé la donne. Les agents américains ont commencé à parler directement à Gallmeister, à Oliver Gallmeister, en lui proposant directement des textes. Il y a eu une figure, on a dit tiens, il y a un petit Frenchie en France qui fait exploser des livres. Ça a vraiment changé la donne. Il y a eu un intérêt de la presse, il y a eu un intérêt des journalistes, des libraires. Donc voilà, ça a été la première chose. La première collection s'appelait Nature Writing. Ensuite, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Americana, qui était une collection qui, avait des textes plus sur la géopolitique, la place de l'Amérique dans le monde. Des textes souvent sur l'armée, sur la guerre. Je pense à Fin de mission de Phil Clay. Je pense à Compagnie K. Je pense à Ces morts heureux et héroïques de Luc Mogelson. Il y avait une autre collection, la collection noire, avec du polar, avec des textes plus noirs, des romans policiers dans lesquels on trouve Craig Johnson. Il y avait la collection néo-noire ensuite, qui était comme une collection noire, mais en plus contemporain, en plus moderne. Une collection de textes et de romans produits par des plus jeunes auteurs qui s'amusent plus avec les codes. Il y avait, je crois avoir fait le tour des collections en grand format, et il y avait la collection de poche qui s'appelle
toujours Totem. Mais on s'est vite aperçu qu'on se prenait les pieds dans le tapis avec toutes ces collections qui n'arrêtaient pas de foisonner. Donc, on a écouté les libraires et on leur a fait confiance. Donc, on a viré toutes les collections et on en a fait 2. Une de grand format qui s'appelle maintenant Americana et une de poche qui s'appelle Totem. Point. Et donc, dans les grands formats, vous avez des textes qui appartiennent à plusieurs grands groupes de textes littéraires américains. Vous avez, par exemple, ceux qui appartiennent à l'univers de l'intime. Je pense à Julia Glass, par exemple. Je pense à Wallace Stegner. Il y a ceux qui appartiennent à Feu, la collection Americana, qui maintenant a donné son nom à tous les grands formats. Qui sont des textes plus sur la géopolitique, plus sur les conflits armés, la place de l'Amérique dans le monde. Je pense à Les choses qu'ils emportaient de Tim O'Brien, par exemple. Il y a l'univers des grands espaces, avec Dans la forêt, avec un peu David Vann, avec Pete Fromm. Et en face de ça, il y a des textes plus urbains, plus qui appartiennent à la ville, avec William Boyle, par exemple, Témoin solitaire, certains Hinkson, puisqu'il se passe dans un univers urbain, même si c'est des villes très reculées de l'Arkansas. Et au milieu de ces 4 grands groupes, on a un 5e grand groupe, qui est le noir, et qui s'étend sur les 4 précédents. En fait, on s'est dit, les libraires lisent nos livres, donc c'est eux qui vont décider de où les mettre. Encore une lourde charge pour les libraires. Exactement. Et c'est comme ça que dans une librairie, vous avez le rayon littérature dit blanche, qui est une littérature générale et qui s'oppose à une littérature dite noire, qui est une littérature des mouvements qui habitent l'âme, souvent avec un drame à l'intérieur et qui se finissent pas très très bien. Voilà, donc on trouve nos romans qui avant auraient été dans la collection noire en blanche et vice-versa. En fait, un livre reste un livre, une histoire reste une histoire. Au libraire, puisque chaque librairie est différente, de savoir où lui, il va le passer. Et justement, on part de noir, blanche, les couvertures qui étaient précédentes, à aujourd'hui de la couleur. Exactement. Là, les illustrations, elles ont toute une tonalité, une couleur reconnaissable, identifiable directement auprès de Game Master. Vous travaillez pourtant avec des illustrateurs différents. Quelles en sont les contraintes pour que justement on trouve cette identité et pourtant une véritable illustration des ouvrages quand on voit Sugar Run, si je ne dis pas de bêtises, où la couverture représente... on dirait des collines, en fait, ce sont des corps de femmes, et qui est complètement adapté à l'ouvrage. On peut penser à Rambo aussi, pour parler d'ouvrages aussi connus, qui prennent un peu l'ensemble de ça. Alors, quelles sont les contraintes pour les illustrateurs ? Alors, les contraintes, au départ, en fait, toute cette rénovation de collection dont je viens de parler a été accompagnée par une rénovation graphique. Étant donné que le but, on ne va pas se mentir, il n'y a aucune honte à dire ça, notre métier, aux libraires comme aux éditeurs, c'est de vendre des livres. Donc, de faire en sorte qu'ils soient attrayants, qu'ils donnent envie, qu'ils motivent l'acte d'achat et qu'ils fassent passer ensuite un moment incroyable à leurs lecteurs. C'est quelque chose qu'on ne veut pas décevoir. Graphiquement, les grands formats, au départ, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils étaient tout blancs avec ce qu'on appelle un cartouche, et il y avait une photo dedans qui était reprise à l'intérieur des gardes. C'était très beau, mais c'était austère. C'était un peu effrayant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de devoir s'y connaître pour acheter ces livres. Or, c'est exactement l'inverse de ce qu'on pense. Nous, nos collections, le but est de faire découvrir des textes, de déculpabiliser, voire de décomplexer les lecteurs. Tout le monde peut lire du Proust, tout le monde peut lire du Stegner, et ce n'est pas discutable. À nous de le rendre attrayant, à nous de le rendre sexy, en fait. Donc, les grands formats, on a pris la décision de garder cette maquette avec la cartouche, mais de l'enfermer dans une jaquette qui va donner l'atmosphère du roman que vous allez lire. C'est-à-dire que si vous regardez cette couverture, en plus d'être attrayante, évidemment, elle va vous apporter des informations sur le type
de texte et surtout le type d'ambiance que vous allez rencontrer. Sugar Run, par exemple, qui mime des corps féminins, mais qui sous la forme de collines, en dégradé de rouge jusqu'à un noir où il y a du rouge dedans. Ce sont des couleurs chaudes, les couleurs de la passion, de l'amour, et c'est bien un roman d'amour pour celles et ceux qui l'auraient lu. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui sort de prison et qui, avant d'atteindre la rédemption, c'est-à-dire de retourner sur une terre familiale et de s'y installer, a des comptes à régler. Et entrecoupé dans son histoire à elle, l'histoire de ce qui a provoqué son enfermement, qui en fait est une histoire d'amour. Je ne vais pas en dire plus. Sugar Run de Mesha Maren est sorti en janvier dernier. Et la couverture vous donne cette atmosphère. Pour Évasion de Whitmer, par exemple, sur la couverture du grand format, vous aviez un paysage de montagne avec un blizzard. C'est un livre de traque qui se passe dans un blizzard. Vous voyez, donc vous avez l'ambiance, ça se passe de nuit, c'est un paysage nocturne, donc vous avez la noirceur du récit. Whitmer est la quintessence du noir selon le noir, justement. Lemaître, pardon, Pierre Lemaître, je confonds. Et voilà, ça en dit long. Et pour Totem, on voulait différencier le poche du grand format, là où les jaquettes des grands formats vont être atmosphériques, vont décrire une atmosphère, vont vous faire plonger déjà, alors que vous regardez la couverture, dans son atmosphère. Totem vous raconte une histoire. La couverture va vous donner des éléments de l'histoire. Là, vous avez deux personnages pour le livre qui s'appelle Le feu sur la montagne de Edward Abbey, deux personnages à cheval, un paysage montagneux avec des flammes et des explosions, des cactus et des missiles. Et il se trouve que l'histoire de ce roman, c'est un vieux monsieur qui a une relation incroyable avec son petit-fils. Moi, c'est un roman qui m'a beaucoup touché. C'est le premier que j'ai lu chez Gallmeister. Et cette relation, en fait, va être teintée d'une certaine urgence parce que ce vieux monsieur va être dépossédé de ses terres. Le gouvernement veut les racheter pour en faire un terrain d'essai de missiles. La couverture prend tout son sens. Voilà. Merci. Alors au départ, les livres, peut-être qu'on peut faire un petit saut dans le temps. Avant, on a fait notre collection de poches Totem, et là je prends l'exemple de Dernier jour sur Terre. Voilà la couve avant. C'est-à-dire que vous aviez une couverture, quand on parle d'austérité, peut-être que vous voyez un peu mieux ce que je veux dire. Couverture blanche, assez effrayante, impressionnante, avec un revolver en code-barre. Un revolver en code-barre, et surtout une portée symbolique, en fait. Il y a quelque chose de totémique pour le coup, mais de très symbolique. Difficile à lire, on ne sait pas de quoi ça va parler. Si vous avez dans la colonne Totem juste à votre gauche, monsieur, le même livre qui a été rénové avec une nouvelle couve, une nouvelle couverture, et là vous voyez un petit peu mieux, c'est le deuxième étage en partant du haut, le livre tout à gauche, Dernier jour sur Terre de David Vann. Qui va vous raconter une histoire. Les couvertures, on les a voulues plus attrayantes, qui décomplexent, qui racontent déjà une histoire, qui soit colorée. Voilà, comme ça tout le monde peut voir la couverture. Elle en dit un petit peu plus. Alors, de l'apparence au contenu, il est difficile, me semble-t-il, de faire l'impasse sur le travail des traducteurs, dont celui, par exemple, de Josette Chiche-Portiche pour la nouvelle traduction d'Autant n'emporte le vent, ou prochainement Les 4 filles du docteur March de Louise May, traduit par Janine Join de Lorenz. Quelle attention portez-vous sur ce travail? Et d'ailleurs, quel a été le travail pour retraduire Autant n'emporte le vent, par exemple? Exactement. Je vais juste terminer un tout petit peu sur l'illustration. Avec plaisir. Les illustrateurs, donc en fait, parce que je m'aperçois que j'ai pas répondu à votre question. Les illustrateurs travaillent avec des directrices artistiques. Nous en avons deux. La première s'appelle Valérie Renaud. C'est elle qui a créé tout l'univers graphique de la maison. La patte Gallmeister, c'est elle, qui a fait l'objet d'une rénovation. Pour ceux que ça intéresse, vous regarderez les deux. Elle a été mise à jour. Personne ne s'en est aperçu, d'ailleurs, c'était assez rigolo. Et les grands formats, c'est Aurélie Baird qui s'occupe aussi, elles s'occupent toutes les deux de faire travailler des illustrateurs en leur donnant les impressions qu'on veut retrouver sur la couverture. Et donc, tout ça est validé par Oliver Gallmeister, et c'est ce travail-là qui apporte la cohérence de la ligne graphique
des éditions Gallmeister. Et c'est pour ça qu'on a fait cette exposition. On s'est dit que c'était peut-être intéressant de sortir un peu les illustrations des livres pour montrer le travail des illustrateurs et de ces deux formidables directrices artistiques qui sont assez incroyables. Travailler avec elles, c'est fou. C'est vrai qu'on arrive à bien identifier les éditions et l'exposition permet de mettre en valeur ce travail d'illustration qui est effectivement très joli. Pour les traductions, la traduction, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important et on a la chance de travailler avec des traducteurs qui sont maintenant des véritables stars, en fait. On travaille avec, par exemple, Jacques Mayos, qui est le traducteur de Benjamin Whitmer. Jacques Mayos, au départ, n'a traduit que des auteurs morts. C'est comme ça qu'il s'est présenté à moi la première fois que je l'ai rencontré. Il m'a dit « Bonjour Jacques Mayos, moi je traduis les morts. » Ah, enchanté. C'était assez rigolo. Et ensuite, il a traduit des vivants. Donc c'est à lui qu'on doit la traduction de Benjamin Whitmer, mais aussi de Jamie Bradbury pour Sauvage, dont on voit l'illustration dans l'expo. Et Josette Chiche-Portiche a travaillé pendant plus d'une année sur ce projet secret de retraduction de Autant en emporte le vent. Et la pauvre, elle n'avait le droit de parler à personne de ce projet secret. Donc la traduction chez Gallmeister, c'est quelque chose d'extrêmement important, dans le sens où, d'abord, on travaille avec notre vivier de traducteurs. Et on les connaît maintenant. Donc on sait par exemple que Laura Deraginski, qui a traduit My Absolute Darling, et aussi la traductrice de David Vann, elle, la noirceur, ça lui fait pas peur. Et elle est plutôt forte dans ces thématiques brutales, sombres, voire parfois primales. Donc, on lui confie ce genre de texte. Par exemple, Anatole Ponce Remo, qui est maintenant le traducteur de Chrysophyte, a commencé son travail de traduction par la traduction des romans qu'on appelle les truites. C'est-à-dire que vous avez tout un mouvement littéraire aux États-Unis d'écrivains pêcheurs à la mouche. Donc lui, sa spécialité, c'était de traduire le roman de pêche à la mouche qui paraît inlassablement depuis 15 ans, tous les ans. Pourquoi ? Parce que Oliver est un pêcheur à la mouche. Point. Et c'est pas négociable. Alors, on vend ce qu'on doit vendre de ces livres. Et je vous conseille la lecture de cette littérature. Je pense à John Guirac, je pense à Folker, parce que ce sont des textes très étonnants, même si on n'y connaît absolument rien, comme moi, à la pêche, et particulièrement la pêche à la mouche. Ce sont des ouvrages extrêmement rafraîchissants, qu'on a l'impression de lire les deux pieds dans une rivière. Je pense évidemment à Au milieu coule une rivière, qui est chez Rivage, qui est un très très beau roman américain, peut-être l'un des plus beaux, mais aussi un superbe roman avec des scènes de pêche à la mouche. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc chaque traducteur a son espace. Ces auteurs, quand il commence à traduire un auteur, il va rester avec lui tout au long de sa carrière. Sophie Aslanides, par exemple, est la traductrice officielle, la voix française de Craig Johnson. Au départ, ils se sont échangés des mails, donc elle hésitait. Lui, il répondait de façon très accompagnante parce que c'est un auteur absolument formidable. Et puis, au bout du 3e, 4e roman, il lui a dit « Écoute Sophie, maintenant ça suffit, il faut que tu viennes dans mon ranch, dans le Wyoming. » Le Wyoming, pour info, quand on prend la carte des États-Unis, c'est le seul État qui a l'air d'un rectangle. Il est tout en haut, tout à l'ouest. Au nord-ouest, il est juste ici. Donc, elle a fait le voyage, elle est allée voir Craig Johnson et elle a passé quelque chose comme 3 mois, je crois, avec lui, où elle a vu son chien, le chien qu'on retrouve dans les romans. Elle a vu le pick-up que conduit White Longmire. Elle a vu des chevaux, elle a tiré à la carabine. Elle a vu ce que c'était qu'un Colt 1911 que porte White Longmire à sa ceinture, etc., etc. Elle a mis le réel de ses romans à l'épreuve, quoi. Et maintenant, ils sont toujours amis, ils se voient très régulièrement, ils partent en vacances les uns chez les autres. C'est aussi ça, il y a des belles relations d'amitié. Une fois que le texte original en américain est envoyé au traducteur, le traducteur va en produire une première version qui va être révisée par une autre personne qui va relire la traduction avec le texte original, l'un en regard de l'autre, pour voir tout simplement si la parole de l'auteur n'a pas été trahie. Le point d'honneur que nous mettons à la traduction, c'est de respecter avant tout
la parole de l'auteur, le traducteur doit s'effacer par rapport au texte source. Une fois que cette vérification est faite, ça passe en correction pour tout ce qui est orthographique et grammatical, et c'est relu une dernière fois par Oliver Gallmeister. Et je les ai vus souvent je les ai vus par exemple avec Sophie Aslanides et Craig Johnson se prendre la tête pendant 3 jours sur un souci de traduction. Je peux même vous en parler, c'était concernant un pick-up. Vous savez que les Américains ont des gros camions qu'on appelle des pick-up. Et en fait, dans le texte original, Craig Johnson parle d'un pick-up de 2,5 tonnes. Je m'y connais pas en voiture, mais quand on voit la taille des pick-up, ils font certainement pas 2,5 tonnes, ils font beaucoup plus. Or, les 2,5 tonnes, ça fait référence non pas au poids du camion, mais au poids qu'on peut charger dans le camion. Nuance. Question, comment on traduit ça en français? Est-ce qu'on met une note de bas de page, sachant que les notes de bas de page interrompent la lecture, donc si on peut les limiter, c'est mieux. Est-ce qu'on donne le poids du pick-up, ce qui va plus parler à un Français que le poids de ce qu'on peut charger dans un camion, etc., etc. Toutes ces questions sont abordées pendant des longues conversations, histoire de garder le texte dans sa version et sous sa forme la plus pure. J'imagine que ce travail a aussi été mené pour Autant n'emporte le vent, qui a quand même interrogé beaucoup lors de sa sortie, avec les questions justement raciales, comment on se les pose au XXIe siècle pour des écrits du début 19e. Exactement, c'est vital, c'est quelque chose, si vous voulez, la collection de poches des éditions Gallmeister sont abreuvées par 3 sources. La première, c'est le passage en poche des grands formats. Un grand format, ça reste sur la table d'un libraire. Nous, on a l'écoute et on a l'oreille des libraires, mais ça reste un certain temps, peut-être 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Ensuite, ça va en rayon. Donc là, la vie du livre est divisée par 2. Les chances qu'il rencontre son public, ce sera simplement sur le conseil du libraire. Donc, l'importance ensuite, c'est de ressortir ce texte sous forme de poche, qui va être moins cher, plus accessible à toutes les bourses, mais aussi qui va donner une seconde vie au livre. Balzac, pour ceux qui peuvent lire des petits caractères, vous ne l'achetez pas en grand format, vous l'achetez en poche. Donc, c'est sur ce modèle économique que va se baser votre maison d'édition. Et la deuxième... C'était justement une question après. Ah oui, c'est vrai, j'anticipe, excuse-moi. Mais on viendra finaliser après. L'une des sources, c'est des textes inédits qui ne passent pas par la case grand format. Par exemple, Dernier jour sur Terre de David Vann, pour reprendre cet exemple, est un livre qui est à mi-chemin entre l'autobiographie et l'essai. Ça s'attarde, en fait, David Vann s'attarde, c'était une commande d'un site qui lui avait commandé un article sur ce qu'on appelle les mass murderers, c'est-à-dire un jeune étudiant qui était arrivé dans son université et qui avait fait un carnage, quoi. La question, c'est pourquoi, alors qu'on a le même contexte familial, pourquoi lui devient un tueur de masse et moi je deviens un auteur? C'est ce qui fait la particularité de ce livre que je vous conseille. C'est, si vous voulez comprendre la violence en Amérique, je pense que ce livre peut vous aider. Tout ça pour dire que, oui, il n'est pas sorti en grand format, on l'a directement sorti en poche. Parce que c'est quelque chose qui est très ancré dans un contexte américain, voilà, c'est un peu une décision arbitraire aussi, mais on trouvait plus pertinent de sortir ce non-roman de David Vann dans la collection de poche directement. La troisième source, et c'est là où je voulais en venir, donc vous avez les grands formats qui passent en poche ou des passages en poche d'inédits. Vous avez une troisième source qui est la récupération de classiques de la littérature américaine directement sortis en poche. Par exemple, on a retraduit tout James Fenimore Cooper. Le cycle Bas de cuir, c'est-à-dire Le Dernier des Mohicans, Les Pionniers et La Prairie, a été intégralement retraduite. On a retraduit Autant en emporte le vent, qui est exactement dans la même démarche. Pourquoi ? Il n'est pas question de critiquer la traduction précédente, il est question simplement de la rénover. Parce qu'une traduction, c'est quelque chose de profondément contextuel. Ça s'inscrit dans un contexte historique. Et cette traduction, pour Autant en emporte le vent, datait de 1939. Donc il était temps. Le Dernier des Mohicans, la traduction datait de 1835.
quand on l'a ressorti, nous, en 2017, si je me trompe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière parce que Oliver Gallmeister choisit d'abreuver cette collection de poches de classiques aussi pour asseoir une collection. Quand on est éditeur, il y a cette volonté de créer un catalogue qui sera l'identité de la maison que vous créez. Et ce catalogue, il va vers le haut, vers le fait de défricher, mais il doit aussi se poser sur un socle. Et ce socle, ce sont les classiques. Justement, c'était une des questions que je voulais aborder, c'était quel est le passage en fait du grand format au petit format, quels sont les critères pour pouvoir aborder ça. Vous avez répondu à deux d'entre elles. Est-ce qu'il y a un certain volume, est-ce qu'il y a une certaine rentabilité, est-ce qu'il y a ces questions-là qui viennent se positionner, ou c'est simplement ce que vous disiez, le choix de poser un catalogue? La question de la rentabilité, souvent, elle est réglée par le fait que certains livres vont payer d'autres livres. Par exemple, la truite, c'est pas la truite de l'année. C'est pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du livre qui s'appelle Une journée pourrie au paradis des truites de John Guérac. Et si vous non, apparemment pas. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal. C'est parce que ce n'est pas un immense succès de la maison d'édition. Par contre, vous avez certainement entendu parler de Squan Island. Vous avez certainement entendu parler de Dans la forêt de Gene Egland. Et vous avez certainement entendu parler de My Absolute Darling de Gabriel Talent. Ou encore, peut-être que vous entendrez parler de Betty de Tiffany McDaniel. Ces livres-là qui sont des succès. Alors Betty, je touche du bois. Il y en a partout. La chaise. Mais My Absolute Darling, ça a été un succès assez tonitruant. Maintenant, on en est à plus de 300 000 exemplaires vendus pour 2 exploitations, une en grand format, une en poche. C'est beaucoup. Et ce sont ces livres-là, ces succès-là, qui vont payer des livres qui, pour l'éditeur, sont essentiels. C'est-à-dire qu'il faut les publier. Mais on n'est pas dupe. On sait très bien qu'on ne va pas en vendre autant qu'on voudrait. Par exemple, Les choses qu'ils emportaient de Tim O'Brien, qui est l'un des livres préférés de Oliver Gallmeister à son catalogue, est certainement l'un des 3 plus beaux livres écrits sur la guerre du Vietnam, avec les armées de l'ombre et... Enfin, j'ai pas le 3e, mais il faudrait que je me concentre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un livre, on en a vendu très très peu, alors que c'est déroutant. C'est un livre qui vous marquera, c'est incroyable. C'est un livre notamment sur la guerre du Vietnam, mais aussi sur l'écriture, sur l'écriture, encore une fois, comme mode de vie et comme rédemption, comme outil de rédemption. Là, on va conclure sur cette partie-là en abordant la question aussi du prix de vente, comment ça se répartit, parce que là, on a bien vu qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants, que ce soit les illustrateurs, le traducteur, sur lequel à chaque fois il y a un véritable soin à apporter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments aussi de comment cela se fixe, sachant que depuis la loi Lang de 81, c'est l'éditeur qui fixe le prix de vente. La marge pour les libraires est aussi fixée par la commission autorisée par l'éditeur, et il n'y a pas de marchandage sur le prix de vente. C'est l'avantage aussi de la loi Lang, c'est-à-dire que en France, où que vous achetez un livre, il a le même prix. C'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est le bouclier qui nous protège. Ce qui protège et ce qui fait notre exception culturelle, c'est le travail c'est ce qui protège l'édition française en fait. Le travail des libraires, c'est d'avoir un glaive qui sont les livres qu'on édite, qu'on produit, qui sont écrits par nos auteurs, et leur bouclier, c'est cette loi Lang. C'est-à-dire qu'au même jour, le prix du livre est le même partout, dans tous les points de vente. Je ne parle pas de librairie, je parle de points de vente. C'est-à-dire que si vous trouvez un livre chez Super U ou la Fnac, il sera au même prix que chez votre libraire indépendant. C'est très très important. Ou même sur un site internet. Ou même sur un site internet. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses fondamentales à comprendre, et c'est ce qui nous protège et c'est ce qui fait notre exception culturelle. Le prix, il est fixé par l'éditeur et ensuite il est discuté avec la diffusion. C'est-à-dire que nos livres, nous passons par un diffuseur qui va dépêcher des représentants
des représentants de commerce, en fait, qui vont aller voir les libraires avec des catalogues ou les appeler par téléphone et leur proposer les prochaines parutions. Ce prix, le prix du livre comprend énormément de frais. Il y a évidemment l'achat du texte, d'abord. Ensuite, la traduction qu'il faut payer. Ensuite, vous avez tous les frais fixes, c'est-à-dire les locaux de la maison d'édition, les salaires, etc., etc. Vous avez les coûts fixes de l'impression, puisque un livre c'est fait en papier, donc il faut payer le papier, il faut payer l'impression. Et vous allez ensuite avoir ce diffuseur qu'il va falloir payer. Le diffuseur souvent est divisé en deux. Vous avez le diffuseur d'un côté, le distributeur de l'autre. Pour nous, c'est le groupe Madrigal, donc Gallimard. La diffusion, c'est le CDE, le centre de diffusion de l'édition, et la SODI, c'est notre stocker. Donc tout ça engendre des coûts, et c'est au regard de ces coûts qu'on va fixer le prix du livre, sachant que la littérature étrangère est juste légèrement, mais très légèrement, et pour être tout à fait honnête, trop légèrement, supérieure à l'édition française. Parce que quand vous êtes auteur français, vous cédez vos droits. Quand vous êtes auteur américain, nous, on négocie avec un agent qui va nous donner une certaine durée d'exploitation du livre. Au bout d'un moment, quand le livre, les droits tombent, les droits d'exploitation, on doit les racheter à l'agent. C'est comme ça que certaines maisons abandonnent l'exploitation de certains titres que des maisons comme que nous, Gallmeister, allons récupérer, refaire traduire et auxquels nous allons donner une nouvelle vie. C'est le cas, par exemple, je prends un titre au hasard, Satan dans le désert. Satan dans le désert de Boston Terran, qui est un livre d'une violence inouïe pour les amateurs de Mad Max. Attention, ça pique. Ce livre-là était paru donc chez Folio Policier et avant ça dans La Noire. Donc les droits sont tombés, l'agent nous appelle en disant ce texte-là est disponible, est-ce que vous voulez racheter les droits? Et là on les rachète, on les négocie, c'est contractuel, et ensuite on a une durée donnée pour en faire un succès. C'est pour ça qu'on devrait peut-être payer. Faut savoir aussi quelque chose, c'est que la brique de jus d'orange ou de lait, au niveau du prix, elle a doublé. Le prix du livre a eu une augmentation de 0,2%. C'est important de garder ça en tête. On entend bien que la maison Gallmeister, que ça vienne de My Absolute Darling, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains de mon point de vue, jusqu'à Lonesome Dove, de Larry McMurtry, ou Féroce Infirme, Retour des Pays Chauds, que je trouve absolument fabuleux, de Tom Robbins, à Sauvage de James Bradbury. On voit bien qu'il y a un éventail très très large. J'ai envie que l'on parle un petit peu plus d'anecdotes de vie de certains livres. On évoquait ensemble, quand je suis allé vous chercher, Le Tireur de Glendon Thornhout, qui a été adapté au cinéma avec dans le rôle principal John Wayne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, par exemple, de celui-ci? Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres ouvrages avec plein d'autres anecdotes amusantes. Vous parliez de Betty aussi ensemble. Allez, laissez-nous rêver sur les quelques ouvrages. C'est une chance incroyable que j'ai de travailler avec ce catalogue qui est extrêmement chargé. Et c'est des découvertes à chaque fois. Il y a un livre, une histoire dans le livre et l'histoire du livre. Et ça, c'est absolument incroyable d'avoir la chance d'avoir accès à tout ça. Donc si je peux en passer un peu, ça fera de cette soirée une belle soirée. Alors oui, c'est vrai qu'on parlait du tireur. Le tireur, c'est l'archétype du western. C'est un super western. Glendon Swarthout écrit des westerns qui sont incroyables et qui ont fait beaucoup l'objet d'adaptations au cinéma. Par exemple, Le Tireur est le dernier film de John Wayne. Le Tireur raconte l'histoire d'un cow-boy, d'une figure, d'une légende de l'Ouest, qui apprend qu'il est atteint d'un cancer. Or, il refuse de mourir de ce cancer. Il veut mourir dans une dernière apothéose, dans une dernière chevauchée fantastique. Bizarrement, quand il a été adapté au cinéma, John Wayne a été évidemment choisi pour le rôle et il était atteint lui-même d'un cancer. Il savait qu'il allait mourir et qu'il allait incarner son dernier rôle de cow-boy au cinéma.
Ça, des anecdotes comme ça, il y en a à l'appel sur chacun de nos livres. Pour autant, on emporte le vent. On ne peut pas parler du livre sans parler du film. Le film qui a été tourné donc dans des studios hollywoodiens sur les décors qui avaient servi à Babylone, qui avaient servi à King Kong. Et donc pour filmer l'incendie d'Atlanta, ils ont brûlé intégralement ces décors de ville, à tel point que tout le comté n'arrêtait pas de les appeler et d'appeler les pompiers en disant il y a une ville qui brûle là. Et tout le monde n'arrêtait pas de raconter que oui, il y a une ville qui brûle, c'est Atlanta, mais sauf qu'on est en Californie, quoi. Des histoires comme ça, il y en a plein. Peut-être que vous avez des questions aussi, des choses que vous voudriez savoir sur un livre que vous auriez aimé. Bonsoir. Moi, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des auteurs américains qui sont successful en France et inconnus aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ou selon votre maison d'édition, ce succès en France? C'est une question qu'on n'arrête pas de se poser jour après jour. On n'a pas de réponse. Malheureusement, là, je vais devoir vous décevoir. En France, la littérature américaine a certainement été... Enfin, il y a plein d'auteurs français qui ont découvert cette littérature. Et comme la littérature française n'a pas d'âge, il y a eu un poids, en fait. Ça a été amené, je pense, par exemple, à Edgar Allan Poe, qui a été amené par Baudelaire, qui en a fait une traduction qui est globalement la principale, bien qu'on ait retraduit l'intégralité des histoires extraordinaires et nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, sans Baudelaire, cette fois. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Certainement parce qu'on nourrit un appétit pour les grands espaces. C'est un pays qui fait 17 fois la France, qui est fondamentalement différent de la France. À parler avec des auteurs américains, j'essaie à chaque fois de creuser cette question et j'ai l'impression qu'à chaque fois, en parlant avec les auteurs, mais en parlant avec Oliver Gallmeister, en parlant avec plein de gens, des libraires aussi, plus on se penche sur cette question, plus elle se densifie, plus elle devient compliquée. Donc, j'ai malheureusement pas de réponse. Une fascination pour la violence. On est connu pour être un peuple fasciné par le noir. La littérature noire n'a pas autant de succès en Amérique qu'en France. On est connu pour aimer le polar. Les lettres de noblesse du polar sont données en France. Alors, je ne sais plus si c'était l'exemple de Pete Fromm, où justement il y a peu de succès au début aux États-Unis et en revanche un véritable carton en France. Est-ce que c'est dû au travail de l'agent, puisque c'est particulier aux États-Unis d'avoir ça, ou c'est l'excellent travail de l'éditeur en France? Merci Gaël Master. Ce qui est terrible, c'est que cette réponse encore est loin de nous. Le marché de l'édition américain est extrêmement tendu, n'est pas du tout le nôtre, parce qu'ils ne sont pas protégés par cette loi langue, parce qu'on peut trouver des livres à n'importe quel prix à peu près partout, à tel point que certains libraires choisissent dans leur rayonnage de mettre des livres qui viennent de sortir et des livres d'occasion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le même titre en occasion ou en neuf, à vous de voir ce que vous voulez acheter. Et c'est un marché de brèche, c'est-à-dire dès qu'il y a un succès, je pense à La fille du train par exemple, vous allez voir fleurir 10 fois le même livre avec fille et train dans le titre. On en est là, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Il y a par exemple, on entend souvent les éditeurs chez Gallmeister. Il y en a 3. Il y a Oliver Gallmeister qui s'occupe donc de tous les grands formats et Benjamin Guérive qui lui est le directeur de la collection Totem, et on a Bénédicte Adrien, mais on va en parler un peu plus tard. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on entend les éditeurs se plaindre parce qu'un texte n'a pas fait l'objet d'un travail d'édition. Le travail d'éditeur, arrêtez-moi si je me trompe, il y a des éditeurs dans la salle, je vais me prendre des objets dans la tête si je dis une bêtise, mais c'est un travail d'accoucheur. Le but du jeu étant, sans violer l'intégrité d'un texte et d'un auteur, de lui faire rencontrer son public de lecteurs. Par une couverture, parfois par un titre que l'éditeur va changer, mais aussi par un travail sur le texte. Par exemple, Oliver Gallmeister est très ami avec Benjamin Whitmer, et pour le titre qui s'appelle Évasion, qui est sorti l'année d'avant, je crois, il y a 2 ans,
Évasion, Oliver Gallmeister a achevé la lecture de ce livre et s'est rendu compte qu'il manquait une scène. Donc il a appelé Benjamin Whitmer et lui a dit « Ben, j'adore ton roman, on le fait, mais il manque une scène. Il faut que tu l'écrives. » Et cette scène, c'est une scène de forcené. Pour ceux qui ont lu Évasion, il n'y a pas de spoil dans ce que je vais dire. Un homme se retrouve retranché dans une maison, entouré par la police. Et il se trouve que cette histoire-là, Ben avait choisi de ne pas la raconter parce qu'elle faisait écho à l'histoire qu'a vécu l'un de ses amis. Et cet ami s'est fait tirer une balle dans la tête par un sniper de la police à Denver, Colorado. Donc cette histoire était pleine de douleur pour lui. Donc sur le conseil d'Oliver, sur l'injonction même d'Oliver, il a vidé une bouteille de whisky, a écrit la scène et ensuite l'a retravaillée parce qu'elle était très mauvaise, parce qu'on écrit moins bien sous alcool, sauf pour ceux qui écrivent mieux sous alcool. Et voilà, donc il y a eu une intervention de l'éditeur qui a donné au texte une nouvelle ampleur. Pareil pour Les Dynamiteurs, du même auteur d'ailleurs, qui va sortir en septembre. Le livre était bon, mais Oliver nous a confié qu'il y avait des passages qui n'étaient pas dans le bon ordre. Donc toujours en conversant avec l'auteur, ce qui veut dire qu'on n'intervient pas sur un texte dont l'auteur serait mort. Ce serait malhonnête. C'est pour ça qu'on n'a pas changé une ligne à Autant en emporte le vent, qui peut être un roman considéré comme raciste, puisqu'il a été écrit dans un contexte historique donné. Mais on doit lire la tête pleine, pas la tête vide. Donc, fin de la parenthèse. Ben Whitmer, du coup, au prix de cette conversation, a accepté de retravailler son texte. Et c'est quelque chose qui a très peu lieu en Amérique. Particulièrement sur les premiers romans où les auteurs sont tellement heureux d'achever ça et ont tellement de pression sur le fait que le livre puisse voir le jour un jour, ils ont tendance à mettre énormément de choses dans le premier roman. Vous avez des premiers romans, des fois, c'est énorme. Très dense. Nous allons bientôt clore notre discussion. Je propose que l'on aborde, justement, ça a déjà été évoqué un petit peu, les Dynamiteurs qui va sortir là début septembre, Betty dans la vallée. Juste un petit résumé pour donner envie et de s'impatienter des prochaines sorties. Absolument. Avant de parler d'Italie. Pourquoi parler d'Italie à un Américain ou un fan? On verra ça ensuite. Ça tease. Ah, c'est terrible. Donc oui, notre rentrée littéraire cette année, on en est très 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 fiers. Tout simplement parce que déjà il y a Betty dedans, qui est un livre qui a changé la vie de toute l'équipe. C'est la première fois que toute l'équipe de la maison d'édition Gallmeister est d'accord sur un livre. On ne s'est absolument pas écharpé sur ce livre. On n'arrête pas de dire « Ah oui, t'as raison, et puis il y a ça aussi. Ah oui, t'as raison, et puis il y a ça aussi. » C'est la première fois que ça arrive. Donc Betty, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, en septembre, donc Les Dynamiteurs de Benjamin Whitmer. Ben Whitmer, c'est la quintessence du noir, pour reprendre les mots de Pierre Lemaître. C'est quelqu'un qui exècre la brutalité et la violence, mais qui sait qu'il ne peut pas en faire l'économie. Donc dans son texte, à chaque fois, la violence est très courte, il n'y a pas de jouissance de l'écriture de la violence, et c'est toujours fulgurant, primaire, brutal. C'est incroyable. Là, Les Dynamiteurs, ça se passe à Denver à la fin du 19e siècle, et on y découvre une bande d'adolescents qui vit retranchée dans une ancienne usine. Un soir, cette usine va être attaquée par des SDF, puisque c'est un lieu d'habitation qui est facile à défendre et qui a plein de qualités. Donc les SDF veulent attaquer cette bande d'enfants et d'adolescents qui sont menés par deux adolescents, Cora et Sam, qui vivent une histoire d'amour qui va vous bouleverser, je vous le garantis. Et donc ils vont attaquer cette bande de jeunes, et cette bande de jeunes va se laisser défendre par une immense figure monstrueuse, un homme qui a eu le visage ravagé dans une explosion de dynamite. Cet homme va nouer une relation avec Sam, d'autant plus que cet homme, pour parler, utilise un carnet dans lequel il écrit des phrases. Sam, étant le seul qui sait lire, va devenir aussi sa voix. Et c'est un roman bouleversant. Ça ressemble à du Dickens, notamment parce qu'au début de chaque chapitre, vous avez un bref résumé de ce qui va s'y passer.
comme quand on lit du Dickens. Comment Sam a rencontré Cora, comment il retourne le bar et flanque un coup de poing à peu importe. Et c'est une plongée dans les bas-fonds de Denver. C'est un livre sur la perte de l'innocence, sur le fait de grandir. Pour Whitmer, clairement, devenir adulte, c'est se laisser pervertir. Le fait de grandir, c'est se laisser pervertir. Il y a une perversion qui accompagne l'âge adulte. Il y a un abandon d'une certaine candeur, d'un âge d'or, quoi, en fait. C'est absolument bouleversant. Voilà, la perte de l'innocence, exactement. Le deuxième livre est un livre extrêmement noir qui s'appelle Dans la vallée du soleil, premier roman de Andy Davidson. C'est pas son premier roman, mais c'est le premier publié en France, qui raconte l'histoire d'un cow-boy. Ça se passe au Texas. De nos jours, ce cow-boy a un pick-up avec une caravane Airstream, vous savez, les caravanes en alu toute longue, très américaine. Et il a un secret, c'est qu'il traque des femmes. Il les piste, il les séduit dans les bars, et ensuite, je vous dis pas la suite. Bref, un soir, ça tourne mal, il séduit une jeune femme, la ramène dans sa caravane, et se réveille le lendemain matin couvert de sang. La jeune femme a disparu et il est en proie à des appétits étranges. Il n'arrive plus à se nourrir, il n'arrive plus à boire et pourtant il a faim et il a soif tout le temps. Il fait une drôle de réaction cutanée au soleil, donc il est obligé de se couvrir de bandages. Et surtout, il y a des pulsions de mort qui commencent à naître en lui, à devenir de plus en plus fortes. Il va trouver refuge chez Annabelle, qui élève son petit garçon dans un motel plus ou moins abandonné sur une route, et en échange de ses services, va payer l'emplacement de sa caravane. Et c'est à ce moment qu'il va être tenté par le bien, pour reprendre la formule de Claudel. J'en dis pas plus. Un suspense terrible. Ça sort en septembre. Voilà. Et donc, on va conclure avec une petite question. Et si on parlait d'Italie? Forcément, ça interpelle. C'est étonnant comme question, oui, pour un catalogue qui se spécialise en littérature américaine. Voilà ce qui s'est passé. Au départ, il y avait les ouvrages de nature writing, de nature pure et dure. Puis, ça a grandi. La ville est venue. La situation de l'Amérique, la situation géopolitique de l'Amérique, les histoires plus intimes, des romans moins sombres, je pense à Face au vent, je pense à Une maison parmi les arbres, plus accompagnants, moins brutaux, moins primaires, primal, primo, je sais pas comment on dit. Bah, les trois d'ailleurs, parce que suivant les ouvrages, ça peut être ça c'est aussi. Clair. Et au bout d'un moment, en fait, le catalogue s'est étendu, et cette particularité américaine faisait peut-être un peu moins sens et surtout devenait enfermante. Ça, et aussi des libraires qui viennent voir Oliver Gallmeister pendant des apéritifs ou des rencontres et lui disent « Ah, j'ai lu un livre, c'est pour toi, c'est à ton catalogue, mais par contre, c'est un italien, donc tu peux pas. » Et au bout d'un moment, il y en a eu marre, on a 15 ans, on est adolescent, on fait ce qu'on veut. Oliver Gallmeister a pris la décision de chercher vers d'autres territoires cette empreinte, cette patte Gallmeister qu'on trouve dans tous les romans, ces histoires qui marquent, des livres à vivre, des histoires qui, quand vous les aurez lues, vous laisseront une trace. Swan Island, c'est un livre clivant. Vous allez soit voir votre vie changer après avoir lu ce livre, soit vous allez le détester, vous allez le jeter à l'autre bout de la pièce. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne l'oublierez jamais. C'est une promesse qu'on vous fait. Et donc, ces textes-là, on peut les trouver en Amérique, mais on peut aussi les trouver ailleurs. Donc, la décision a été prise par Oliver Gallmeister d'étendre le catalogue à une littérature étrangère, non américaine, à partir de 2021. Donc demain, quoi. Oui, ça va aller très vite. Alors, il y a déjà des textes qui ont été sélectionnés par Bénédicte Adrien, qui a rejoint l'équipe. Bénédicte Adrien, c'est une éditrice qui travaillait chez 10-18, domaine étranger, et qui nous tease depuis près de 8 à 10 mois maintenant sur des textes qu'elle a sélectionnés. Et c'est incroyable, quoi. Ça donne envie. Ouvrage, là, je viens de finir le premier de Caminito, j'ai oublié le titre, mais c'est l'histoire de deux frères. Ça se passe dans les Marches
en Italie. Et ces deux frères, en fait, se retrouvent, partent dans une balade en forêt, et le premier donne un fusil à l'autre et lui demande de lui tirer dessus. Voilà. Et ça va être que des livres comme ça. On a signé 2 Italiens, un Anglais, une Allemande. C'est assez excitant. Excitant, ouais. Belle promesse de lecture pour les années qui suivent. Merci Thibaut pour d'être venu. Merci à toi de me recevoir. Jusqu'à l'ODEV. Merci aussi aux éditeurs de nous accompagner, de nous aider, de nous faire découvrir toutes sortes d'auteurs et d'aventures et d'histoires. Grâce à votre travail, le nôtre est facilité. Donc merci encore. Merci à Radio l'ODEV pour l'enregistrement de cette rencontre et tout particulièrement à Damien. Merci à Nathan pour les prises de vue et le montage de la vidéo de cette rencontre et que vous pourrez retrouver sur notre site www.unpointtrait.fr ainsi que les précédentes rencontres que l'on nous a déjà organisées.